à faire ce topo, la CS et la commission du congrès infirmier. Donc, j'ai le soleil dans les yeux. Je vais parler de ventilation mécanique et j'ai mis vraiment notion de base puisque c'est vraiment de ça qu'on va discuter. Et je vais surtout vous décrire les deux ventilations qu'on fait dans le service où je travaille. Finalement, on n'en fait que deux. On fait de la ventilation assistée contrôlée en volume et de l'aide inspiratoire. Et c'est donc de celle-là que je vais vous parler. Donc, les objectifs de l'assistance ventilatoire, ça va être très simple pour ceux qui connaissent déjà bien, mais c'est des notions qui sont intéressantes à rappeler. Évidemment, c'est apporter de l'oxygène, extraire du CO2, ce qui n'est pas toujours le même objectif chez les mêmes patients, diminuer le travail des muscles respiratoires. Quand un patient est en détresse respiratoire, on considère que de l'endormir et mettre en place une ventilation, on récupère 20 à 25% de l'énergie qu'il gaspille, entre guillemets, avec ses muscles respiratoires. Et c'est une bonne indication de la ventilation mécanique, surtout dans les services de réanimation. Et une des indications aussi de la ventilation, c'est de respecter le poumon. Et c'est plutôt l'orateur suivant qui parlera de ça dans le SDRA avec plus de détails. La ventilation normale, c'est celle que nous faisons tous actuellement. L'inspiration est active. Donc, je tire sur mes muscles, sur mon diaphragme notamment, et mes muscles accessoires, ce qui permet de faire descendre tout ça et de faire une pression négative à l'intérieur des poumons et ce qui permet à l'air de rentrer dans les poumons. Donc, c'est enfoncer des portes ouvertes de dire ça. Mais c'est très important pour comprendre la ventilation mécanique telle qu'on la fait actuellement dans les services de réanimation. Pression négative, on a commencé à faire de la ventilation comme ça, avec cet appareil qui s'appelle le poumon d'acier. On en voit un très beau dans le film Big Lebowski. Et en fait, c'est le même système. Je mets le patient dans un gros tonneau, je fais une dépression dans le tonneau, ça attire la paroi, et de l'air rentre dans les poumons, ce qui permettait, surtout chez des patients neuromusculaires, d'assurer une ventilation et les échanges gazeux. Alors maintenant, vous savez bien qu'on ne fait plus du tout ça. Les patients sont endormis, ils sont intubés, et le seul moyen qu'on a de faire rentrer de l'air dans les poumons, c'est de le pousser à l'intérieur des poumons. Donc le ventilateur donne une pression, d'accord, en premier la pression, ce qui fait une pression positive à l'intérieur des poumons, au moins en inspiration, et éventuellement aussi en expiration si j'empêche cette pression de revenir à zéro. Et la cage thoracique se déplace et on a un volume qui est insufflé dans les poumons. Donc c'est très important, quel que soit le mode de ventilation que l'on fait en réanimation, ça consiste à pousser de l'air à l'intérieur des poumons et de mettre une pression positive à l'intérieur des poumons. Alors quels sont les modes ventilatoires qui sont utilisés à travers le monde? Cette diapo a plus de 10 ans, mais finalement c'est toujours assez vrai. Vous voyez que les petits carrés qui sont là, sur une étude qui a été faite sur 28 jours dans de très très nombreuses réanimations, puisque vous voyez il y a plus de 5000 patients, et vous voyez qu'à 60%, on utilise de la ventilation assistée contrôlée. Alors PS c'est pressure support, environ 7-8%. Et puis d'autres modes ventilatoires, notamment de la ventilation non invasive. Mais le mode que l'on utilise le plus, c'est de la ventilation assistée contrôlée. Alors comment ça marche la ventilation en volume? C'est simple. J'ai mon ventilateur avec sa branche inspiratoire. La valve inspiratoire s'ouvre. Je pousse de l'air à l'intérieur des poumons. Et l'air que je pousse dans les poumons génère une pression. Je vous rappelle que le circuit est fermé entre le ventilateur, les tuyaux, la sonde d'intubation, le ballonnet et les poumons. Il n'y a pas de fuite théoriquement et donc ça génère une pression qui est ici la pression de crête. À la fin de l'inspiration, je peux fermer les deux valves et empêcher l'expiration et obtenir une équilibration des pressions dans les alvéoles qui s'appelle la pression de plateau, qui sera très utile, on en parlera plus tard. La ventilation mécanique conventionnelle, elle est toujours pareille, il faut différencier toutes ces phases. Elle commence par un trigger. Le trigger, c'est la gâchette, c'est ce qui va permettre au ventilateur de pousser, de détecter l'effort du patient si on veut que le ventilateur détecte l'effort du patient. Et après, je vais administrer un volume, c'est-à-dire je donne une consigne de volume. Je dis au ventilateur, je veux que tu donnes ce volume
au patient et je vais, si j'administre du volume, monitorer les pressions. Si je dis au ventilateur « je veux que tu montes à ce niveau de pression », ça sera la consigne que je lui donnerai et je monitorerai les volumes que fera le ventilateur. L'expiration, une fois que ce volume ou cette pression auront été générés par le ventilateur, sera passive. Alors, c'est pour comprendre ça. En fait, la ventilation, ça correspond à ça, c'est l'équation du mouvement. PAW, ça veut dire P airway, c'est la pression dans les voies aériennes. Elle est égale à la pression musculaire, c'est-à-dire ce que fait le patient s'il a une action de ses muscles, une pression résistive et une pression élastique. C'est très simplement représenté par un tuyau et un sac. Force résistive, force élastique. Et on va voir qu'avec ça, on peut non seulement comprendre ce que l'on fait et monitorer le patient dans le temps. La résistance, les forces résistives, elles vont être fonction du débit, c'est assez logique. Si je pousse de l'air en soufflant dans un tuyau, si je souffle très fort dans ce tuyau, il va y avoir des résistances. Essayer de souffler dans une paille, c'est difficile. Donc cette résistance, elle va dépendre du débit inspiratoire. Elle se mesure en centimètres d'eau par litre par seconde. Litre par seconde, c'est du débit, on est d'accord. Juste pour comprendre, résistance, c'est 1 sur la conductance. D'accord ? Conductance, c'est ce qui conduit l'air vers le patient. Et la normale, 10-15 cm d'eau. Et on a dit, donc, selon le diamètre du tube. La compliance, c'est mécanique. C'est des millilitres par des centimètres d'eau. C'est ce qui va permettre d'ouvrir ce ballon une fois que l'air arrivera dans le ballon. Alors, parfois, c'est plus simple de parler d'élastance, puisque c'est exactement la même notion. La compliance, c'est 1 sur l'élastance. Donc, l'élasticité du poumon, finalement, c'est la même chose. Alors, comment on calcule la résistance et la compliance lorsqu'on ventile un patient en ventilation assistée contrôlée, c'est-à-dire quand je pousse un volume? La résistance, en fait, c'est ce qui correspond, on va dire, au début de la courbe de pression, entre la pression de crête et la pression de plateau. Et vous voyez que c'est très simple, en regardant vos patients, comment ils sont ventilés, en regardant seulement le ventilateur, on a toujours la pression de crête qui apparaît. La pression de plateau, si je fais une pause télé-inspiratoire, c'est-à-dire que je bloque en fin d'inspiration, en empêchant l'expiration, je vais avoir l'équilibration des pressions dans les alvéoles, pression de plateau, et je divise par le débit, j'ai la résistance. La compliance, c'est le volume courant divisé par l'AP plate que j'ai mesuré tout à l'heure, je vous ai dit pause inspiratoire, moins la PEP, et de façon très simple, en regardant mon ventilateur, en entrant dans la chambre du patient, je suis capable de savoir s'il y a des problèmes de résistance ou de compliance, pas forcément des problèmes ou des variations dans le temps. Il allait très bien, brutalement le ventilateur sonne avec de la pression, que se passe-t-il? Donc ça correspond aux forces résistives et forces élastiques. Donc ici, 2 courbes de pression qui sont très simples. Alors c'est ce qu'on fait dans notre service, c'est ce que m'a appris mon maître, Laurent Brochard. Donc finalement, on met le débit toujours le même, 60 litres minute, puisque c'est très simple, ça fait 1 litre seconde. Et comme ça, j'ai même pas besoin de machine à calculer ou d'être fort en maths. Il suffit que je regarde le ventilateur, puisque les divisions par 1, c'est très facile. Si je mesure la résistance, c'est... Vous vous souvenez, pression de crête moins pression de plateau divisé par le débit. La résistance dépend du débit. 50 moins 20, ça fait 30. Divisé par 1, c'est facile à faire. Je sais instantanément ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai une résistance qui brutalement augmente, comme c'est le cas ici? Eh bien, par exemple, j'ai des sécrétions dans la sonde, j'ai une sonde qui peut être bouchée, et je vais chercher de ce côté-là le problème. D'accord? Ça augmente les résistances. De l'autre côté, 50, c'est la même pression de crête, mais une pression de plateau qui est très différente. 50 moins 40, ça fait 10. 10 divisé par 1, ça fait 10 de résistance. Les résistances sont normales. Je vais chercher un autre problème. Là, il y a un problème de compliance évident. C'est ce qu'on va voir ici. La résistance est normale. Le respirateur a sonné pour la même chose. Attention, la pression de crête est élevée. Je vais chercher une autre cause pour ça. Donc, exactement les mêmes courbes. J'ai rajouté ici seulement la pression expiratoire positive, 5 cm d'eau, que je vous ai mise par rapport à la pression atmosphérique. Et donc, je vais calculer la compliance. Vous vous souvenez, on a dit volume courant divisé par P plate moins PIP. Donc, 500 ml de volume courant, ce qui est un volume très élevé, mon collègue vous en parlera tout à l'heure. Et donc, dans le premier cas,
le problème était un problème de résistance qui était très élevé. La compliance, alors elle n'est pas bonne, mais on va dire qu'en tout cas, ce n'est pas le problème de ce patient. En revanche, de l'autre côté, 500 ml divisé par P plate 40 moins 5, ça fait 14 de compliance. Il y a un gros problème de compliance. Donc là, je sais instantanément que le problème n'est pas on va dire dans les voies aériennes ou dans la sonde d'intubation, etc. Il va être dans les poumons. Et donc, je vais chercher qu'est-ce qui se passe qui peut entraîner cette diminution de compliance. Donc, est-ce que le patient est en SDRA et à ce moment-là, ce n'est pas instantanément le problème? Est-ce qu'il a un pneumothorax, un épanchement pleural? Est-ce qui fait que finalement, en poussant de l'air dans ces alvéoles, eh ben, j'entraîne une augmentation de pression aussi importante? Alors, la ventilation minute, qu'est-ce que c'est? C'est le produit du volume courant par la fréquence, c'est de la physio simple. Fréquence respiratoire multipliée par volume courant. À quoi ça sert la ventilation minute? La ventilation minute, c'est la ventilation alvéolaire, c'est comment je vais vider le CO2 qui est dans mes poumons, et ça va être très important, parce que c'est ce qui va permettre la régulation du pH. Un des buts de la ventilation, c'est d'avoir une homéostasie, et donc quand je suis acide, quand le patient est acide, ce qu'il va faire, acidose d'origine métabolique, ce qu'il va faire, c'est essayer de faire baisser son CO2 pour maintenir l'équilibre de son pH. Les chémorécepteurs qui sont au niveau du tronc cérébral sont très puissants pour ça et entraînent une augmentation de la ventilation minute. Parfois, ce paramètre est demandé sur certains ventilateurs. Tous les ventilateurs ne sont pas identiques de ce côté-là. Et c'est uniquement en maîtrisant la ventilation que je vais pouvoir me dire d'accord, il m'a demandé la ventilation minute, j'ai réglé ma fréquence respiratoire, mon volume courant va être de temps. Donc il faut, avec cette équation à trois membres, se poser les bonnes questions pour que le patient ait une ventilation alvéolaire suffisante. Le réglage du volume courant, ventilation tout venant, j'ai mis 6 à 8 ml/kg, mais vous en parlerez plus sur le SDRA. Le volume courant, millilitres kilo. Alors on rajoute, avant on disait poids idéal, mais c'est interdit. On dit poids théorique. C'est très important de voir que cette jeune fille-là a le même volume courant théorique que les 4 dames qui sont ici. Elles font la même taille, leurs poumons font la même taille, et théoriquement, c'est le même volume courant que l'on doit administrer. Alors, ça, c'est de la théorie. C'est vrai particulièrement sur le SDRA. Il faut faire très attention à ça. Baro, volotraumatisme, donc c'est les traumatismes induits par la ventilation. C'est particulièrement important pour le SDRA. Mais dans cette étude, en fait, qui s'est intéressée à des patients qui étaient opérés par de la chirurgie cardiaque, faite par François Lelouch, en fait, on se rend compte que les patients, alors c'est de l'anesthésie, théoriquement, on pourrait faire à peu près ce qu'on veut, mais en fait, on se rend compte que les patients, ils ont des volumes courants qui sont parfois très élevés si on ne fait pas attention à leur volume, à la taille de leurs poumons. Vous voyez qu'ils sont entre 10 et 12 ml/kg quand on regarde sur le poids prédit. Et je vous passe le reste de l'étude, mais d'avoir un volume courant trop élevé chez ces patients qui étaient associés à une morbidité et une mortalité plus importante en post-chirurgie cardiaque, on voit que c'est associé au BMI plus élevé. Donc attention, principalement chez les patients obèses, on ne fait pas attention à leur poids réel, il faut penser à leur taille pour avoir la taille de leurs poumons et pouvoir leur administrer la ventilation. Il y a des études en cours qui s'intéressent au volume courant que l'on doit administrer aux patients tout venant, c'est-à-dire c'est pas un SDRA, c'est une intoxication médicamenteuse volontaire, je peux lui faire 600 de volume courant. Vraisemblablement, on reviendra là-dessus dans le futur en fonction des résultats de ces études. Quand je parle de volume courant, donc il y a le volume que j'ai réglé, mais c'est très important de comprendre que dans le volume, il y a certes ce volume, mais il y a la façon dont je l'administre, c'est-à-dire avec quel débit. Ici, c'est la diapo d'après. Ici, j'ai représenté plusieurs volumes courants. L'air sous la courbe est toujours la même. C'est toujours le même volume courant, on va dire environ 500 ml, mais il y en a que j'ai administré très vite et très lentement. Chez un patient qui n'est pas curarisé, administrer le volume courant comme celui-ci peut entraîner un inconfort parce que je vais
lui donner le volume courant très lentement, il va avoir envie de respirer une autre fois alors qu'on est en train d'insuffler le volume courant. Donc vraisemblablement, il faut donner des volumes courants avec un débit plus important, 50 à 60 litres minute, c'est nous ce qu'on fait, mais il faut un débit suffisant. Le réglage du temps de plateau, c'est le moment où les valves inspiratoires et expiratoires sont fermées. Un plateau très long, c'est facile à comprendre que ça va être mal toléré, c'est-à-dire j'ai insufflé au patient, les deux valves sont fermées, je l'empêche d'expirer, donc il va peut-être essayer d'expirer contre ce plateau et créer de la pression qui pourra être délétère pour lui. Et pourquoi régler? Alors on pourrait se dire on ne règle pas du tout de temps de plateau. Vraisemblablement, c'est utile pour le ventilateur d'avoir un temps de plateau de 0,1-0,2 secondes parce qu'il fait sa calibration en cours et il vérifie qu'il a bien administré ce que vous lui donnez. C'est-à-dire que de mettre un temps de plateau, ça lui permet à lui de mesurer le débit qu'il a pu administrer, puisque si le temps de plateau est trop haut, en fait, il va pouvoir augmenter les débits et ne pas faire la ventilation que vous voulez qu'il fasse. La fréquence respiratoire, la normale, c'est autour de 14-16. On est facilement à 20 et au-delà de 20. Chez les patients en ventilation mécanique, on peut monter cette fréquence toujours pour essayer d'optimiser le pH et d'avoir une ventilation minute adaptée. La pression expiratoire positive, on en parlera surtout dans le SDRA. Ça entraîne un volume qui est trappé en fin d'aspiration. Et si on regarde des pressions, toujours les mêmes courbes de pression, vous voyez qu'ici, c'est le volume courant. Et en fait, si je mets une pression expiratoire positive, j'augmente le volume qui reste à l'intérieur du poumon, qui est encore loin du volume que le patient aurait s'il était en ventilation spontanée sans machine, mais ça nous permet d'avoir un petit peu plus de volume dans les poumons. Les objectifs de la ventilation, donc on a dit oxygénation, maintenir un pH acceptable. Et donc l'oxygénation, les deux paramètres que l'on peut régler, c'est principalement la pression expiratoire positive et la FiO2, et maintenir un pH acceptable, on a dit volume courant et fréquence respiratoire. Le deuxième but, limiter la pression, limiter les volumes, on en a parlé aussi, et essayer de limiter les ouvertures-fermetures, je pense qu'on en parlera plus sur le SDRA. Le mode assisté, alors c'est important, ventilation contrôlée, je règle un volume et une fréquence, le patient ne peut rien faire de plus. En pratique, on ne fait jamais ça. On donne toujours au patient la possibilité de déclencher le ventilateur, sauf au cours du SDRA à la phase initiale chez le patient curarisé. Et on va permettre au patient de déclencher des cycles où on aura les volumes que j'ai pré-réglés, c'est-à-dire qu'ils vont générer la même pression, la même résistance et la même compliance pour ne pas faire souffrir les poumons. On va passer là-dessus. Une notion qui est importante et qu'on connaît assez peu, si vous regardez vos ventilateurs, vous allez voir toujours, vous réglez un volume courant, 400 millilitres par exemple, et le volume courant expiré qui est monitoré par le ventilateur n'est pas le même. Il est toujours plus élevé, ce volume courant expiré. Pourquoi ça? C'est parce que vous avez bien calibré votre ventilateur. On vous demande toujours de faire une calibration avec le circuit, la pièce en Y qui est fermée. Et le circuit a une compliance qui lui est propre. Et donc, le ventilateur compense la compliance du circuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un patient qui a une pression de crête aux alentours de 40 cm d'eau, quand je vais pousser mon volume, j'ai du volume qui va se comprimer dans les tuyaux et qui ne va pas atteindre les alvéoles et qui ne va pas ventiler mon patient, qui ne va pas participer à la ventilation alvéolaire. Donc, je règle 400 millilitres. En fait, on va dire 40 fois 2 millilitres par centimètre d'eau. Le ventilateur va administrer 480. 80 vont être coincés dans les tuyaux et 400 millilitres vont vraiment atteindre les alvéoles du patient. Donc, calibrer le ventilateur avec le circuit, c'est très important. Rapidement, on va parler de la ventilation en pression, notamment celle qu'on fait dans notre service, qui est la ventilation en aide inspiratoire. Toujours, alors, ce n'est pas de la ventilation contrôlée, tous les cycles sont déclenchés par le patient. On aurait pu faire aussi de la ventilation en pression contrôlée, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Tous les cycles sont déclenchés par le patient, par le trigger, et cette fois, la consigne est différente. Je dis à la machine, je veux que tu montes à tel niveau de pression. Donc la machine ouvre sa valve en grand, avec un débit inspiratoire qui est maximal, jusqu'à atteindre la pression que je lui ai donnée
en consigne. Une fois cette pression atteinte, elle maintient un débit qui est décélérant, sinon la pression continuerait à monter, et arbitrairement, c'est arbitraire, on règle le trigger expiratoire aux alentours de 20-25% pour dire maintenant c'est l'expiration, et l'expiration est passive comme d'habitude. Les réglages en VS aide, c'est le trigger évidemment, l'aide inspiratoire, le niveau de pression que je veux pour obtenir un volume, la PEP et la FiO2. Le trigger, on a dit que c'était la gâchette, c'est la facilité avec laquelle le patient va déclencher le respirateur. Attention, un trigger trop sensible entraîne des déclenchements que je n'ai pas voulu et à l'extrême, le rythme cardiaque peut entraîner des déclenchements par le ventilateur. En revanche, s'il est trop peu sensible, mon patient va devoir faire des efforts importants, tirer fort sur son diaphragme et potentiellement léser ses poumons, et il ne sera pas récompensé par la machine, et ça va être une des raisons de désadaptation du patient et du ventilateur. Donc ça, ce sont des efforts inefficaces. On va passer rapidement là-dessus. Le niveau d'aide inspiratoire, c'est la pression inspiratoire qui est délivrée au patient à chaque cycle inspiratoire. Elle est réglée entre 10 et 20 cm d'eau. C'est le mode préférentiel que l'on utilise lorsqu'on fait de la ventilation non invasive. Et on va, chez un patient intubé, le régler pour obtenir 6 à 8 ml/kg. J'ai encore 2 minutes, c'est bon? Rapide. En fonction de la pathologie, si je fais des niveaux d'aide différents, en fonction de la pathologie, je vais avoir un volume insufflé qui est différent parce que ça va dépendre de la compliance de mon poumon. Je règle un niveau de pression, le volume qui sera administré dans les poumons dépendra de ce niveau de pression. Alarme et surveillance, la ventilation en volume, on a dit qu'on allait surveiller les pressions. Si la pression diminue, d'accord, j'ai dit à la machine, tu fais 500 millilitres. Et puis, elle peut pousser 500 millilitres dans le vide. Elle fera ce que je lui ai demandé. Donc, c'est important que j'ai réglé des alarmes de pression. Si la pression est trop basse, ça peut être que le patient est déconnecté, qu'il y a des fuites, pourquoi pas. Si la pression est trop haute, il peut y avoir une augmentation de la pression de crête et de la pression de plateau, on en a déjà parlé. Éventuellement, une intubation sélective. Une augmentation de la pression de crête seule, un problème de résistance. Et éventuellement, des problèmes de sécrétion, son de coudée. Pour la pression, je vais surveiller les volumes. Si le volume est trop bas, la compliance pulmonaire peut être très basse. Peut-être qu'il faut changer de mode ventilatoire, pourquoi pas. Si le volume est très élevé, il y a trop de pression peut-être. Peut-être qu'il y a une fuite aussi ou une déconnexion. Et c'est important de savoir ça. Le dernier élément qui est très important, c'est que quand je ventile un patient en volume, je dis au ventilateur, règle un volume, ça génère une pression. Selon les ventilateurs, il peut y avoir des alarmes de pression maximale qui sont atteintes. C'est-à-dire, si j'ai réglé la Pmax de mon ventilateur, on va dire à 40, 45, quand il atteint 45, il arrête d'insuffler, ce qui est une sécurité. Mais il peut carrément rien insuffler. C'est-à-dire, si le patient mord sa sonde, ou s'il y a des sécrétions dans la sonde, si elle est coudée, il arrive à cette pression de crête et il n'administre plus de volume et on peut se retrouver gêné avec des patients qui n'ont plus de ventilation minute. Le monitorage minimum de la ventilation, évidemment la SpO2. Gazométrie, ça paraît un minimum en fonction de la pathologie pour le PaO2 sur FiO2 et la PaCO2. La mesure de la pression de plateau et de la compliance du système respiratoire, c'est très facile à faire. Il faut que ça apparaisse sur les pancartes. Juste une seconde, les limites du rapport PaO2 sur FiO2, on les connaît. Ce n'est pas linéaire, le rapport PaO2 sur FiO2. Quand j'augmente la FiO2, la PaO2 n'est pas linéaire. En fait, si je fais un PaO2 sur FiO2 à 100% ou à 50% chez le même malade au même moment, je n'aurai pas les mêmes résultats. Et je vais m'arrêter là.